Au carrefour des continents et des histoires, la Turquie est un conte. Byzance, Constantinople, Anatolie, Bosphore, ces noms soyeux sont puissants et expriment une force rare, une beauté dont le pays n'est pas avare. Dans les ruelles d'Istanbul, comme en plein cœur des terres, le récit turc semble donc se résumer ainsi. Ici, tout est fait avec passion. Le football d'ailleurs ne se fera pas contradicteur, car en Turquie les enthousiastes sont fanatiques, les cortèges sont des armées, et les théâtres des volcans, qui grondent depuis trop longtemps. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour le 3e épisode de retour déjà. Après avoir lancé notre voyage du côté de l'Italie, et puis après avoir pris la route de la Finlande le week-end dernier, on s'intéresse donc ce matin à la Turquie, qui au-delà d'être un pays merveilleux bien sûr, est aussi une terre de football fantastique, mais elle aura en tout cas l'occasion de vibrer dès cet été, car la sélection nationale a effectivement décroché son billet pour l'Euro, au terme d'une campagne de qualification réellement prometteuse. En venant à bout à 2 reprises de l'Albanie, 3-0 score cumulé, de la Moldavie, 8-0 sur l'ensemble des 2 matchs, et d'Andorre, 3-0 également, les Turcs ont réussi un carton plein là où on l'attendait, sans concéder le moindre but. Ils ont même surpris les observateurs en s'offrant le scalp des champions du monde en titre, 2-0 à Selçuklu, avant de résister aux Bleus à Paris, un partout. La seule déception, et celle qui empêche les hommes de Şenol Güneş de terminer à la première place du groupe, c'est cette défaite contre l'Islande à Reykjavik, 2-1, suivi d'un triste nul au retour. Mais on peut pas dire que ça vient ternir ce qui est globalement une super campagne d'éliminatoire. Alors avec 23 points, la Turquie termine à seulement 2 longueurs de l'équipe de France, ce qui est notable. 23 points, c'est aussi, si on regarde les 10 poules, c'est aussi le 2e meilleur total pour un 2e, seule la Russie fait mieux. Et puis surtout avec seulement 3 petits buts encaissés, on a ici la défense la plus étanche de la zone euro, première sur 55 nations engagées, ex-aequo avec la Belgique. Il y a de quoi redonner un peu de fierté à un peuple qui souffre depuis longtemps de résultats décevants. Non qualifiés pour la Coupe du Monde 2018, les Turcs sont éliminés 2 ans plus tôt en phase de groupe de l'Euro, n'avaient pas été de la partie en 2012, ni au Mondial 2014 ou 2010, il faut en fait remonter à 2008 pour trouver trace d'une campagne honorable et de cette défaite en demi-finale du championnat d'Europe des Nations face à l'Allemagne 3-2. Avant ça, c'est le Mondial 2002 qui avait particulièrement marqué les esprits, un autre dernier carré et une autre 3e place pour les coéquipiers d'Hakan Şükür, ce qui est à la fois une performance extraordinaire, une que j'ai encore bien en tête d'ailleurs parce que c'est presque mon premier souvenir en tant que fan de foot. Je me souviens notamment du super tournoi de Rüstü qui m'avait vraiment marqué en tant que jeune gardien, mais c'est aussi à bien des égards une oasis dans le désert. Aujourd'hui, la Turquie n'a joué que 2 Coupes du Monde dans son histoire, et il y a la sensation que la sélection nationale n'est pas tout à fait à la hauteur de la passion que déclenche le foot dans ce pays. On ressent de temps à autre une certaine amertume, ou en tout cas beaucoup de frustration. Elle pourrait en revanche se résorber significativement cet été, car l'effectif turc est prometteur. On retrouve d'abord aux commandes Şenol Güneş, 67 ans, qui est effectivement le sélectionneur héroïque de 2002 et qui, en remplaçant Mircea Lucescu il y a un peu plus de 6 mois, a fait souffler un vrai vent d'espoir en Turquie. Légende de Trabzonspor, dont il a été l'entraîneur à 4 reprises, une fois en tant qu'assistant, et dont il a également gardé les buts pendant 15 ans, il a sans doute eu quelques conseils précieux pour Mert Günok, qui sera, sauf grande surprise, le numéro 1. Il a disputé tous les matchs d'éliminatoire, sauf le dernier où on a vu de la rotation, et où Orucan Çakır était titulaire. Günok a 30 ans, joue à Başakşehir, qui est le dauphin de Sivasspor en championnat. Du haut de son 1m96, c'est surtout un gardien décisif sur sa ligne, et peut-être un peu moins mobile que le jeune Çakır, 23 ans, qui lui garde les cages de Trabzonspor sur le podium de la Super League. Les deux font une bonne saison et seront du voyage cet été. Pour la 3e place en revanche, c'est plus serré, soit Sinan Bolat, 31 ans d'Antwerp, soit Altay Bayındır du Fener, qui était du dernier rassemblement en Andorre, mais qui est aussi le plus jeune des 4. Alors un cran plus haut ensuite, Çağlar Söyüncü est bien sûr indiscutable, je l'avais cité parmi mes défenseurs à suivre en début de saison et c'est au-delà même de mes attentes, il a totalement fait oublier Maguire à Leicester, plus complet, plus élégant, il n'en est pas moins un excellent stopper et un très grand avenir lui est promis, on rappelle qu'il a que 23 ans, on regrettera seulement que son association avec Merih Demiral soit compromise. Alors celui qui partait initialement pour être le 4e central de la Juve avait bien profité des débuts compliqués de Ligt et commençait à enchaîner les titularisations avant de subir une rupture des ligaments croisés il y a quelques jours à peine.
on aurait sans doute eu avec Söncü Demiral une des toutes meilleures charnières de l'Euro. Si la Turquie a obtenu 7 clean sheets en 10 rencontres d'éliminatoires, si elle termine meilleure défense du continent sur cette période, c'est en grande partie grâce à ce duo, mais sauf rétablissement éclair, et c'est extrêmement improbable malgré ce qu'on dit parfois ici et là, il sera amputé de Demiral. Alors pour le remplacer, on pourrait penser initialement à Can Ayhan du Fortuna Düsseldorf, 25 ans, double buteur contre la France en qualif, testé au poste de milieu défensif contre Andorre en clôture de groupe, mais je le vois doublé sur le fil par Ozan Kabak, qui est impressionnant à Schalke, élu joueur du mois de novembre par les fans, rookie de l'année à Stuttgart en 2018-2019. Il a que 19 ans, mais déjà une maturité impressionnante et des capacités athlétiques bluffantes. Niveau stats aussi, c'est 2 fois plus de duels aériens qu'Ayhan et plus souvent remportés en proportion, 2 fois plus de tacles par 90, 2 fois plus d'interceptions par 90 et seulement un carton jaune contre 8 pour Ayhan. C'est un défenseur très propre et l'impression visuelle le confirme. En tout cas, la Turquie est bien dotée à ce poste, car Serdar Aziz du Fener fait aussi une super saison et devrait être le 4ème central. Bon, sur les côtés en revanche, c'est un peu moins emballant. À droite, Zeki Çelik est indiscutable, il a joué 9 des 10 matchs de qualif, mais sa saison lilloise est décevante. Son suppléant devrait être Nazim Sangaré d'Antalyaspor, et à gauche c'est aussi peu rassurant. Entre le Havrais, Umut Meras et Hassan Ali Kadirim de Fener, on a sans doute la zone la moins bien fournie de ce groupe. La plupart du temps donc les Turcs évoluent en 4-1-4-1, ça peut être un 4-3-3 si les milieux latéraux montent d'un cran, mais on a presque toujours cette pointe basse dans l'entrejeu, et récemment c'était Okay Yokuşlu du Celta Vigo, solide mais pas étincelant. On pourrait y retrouver aussi Mahmoud Tekdemir, deux joueurs qui font pas nécessairement rêver les supporters turcs, mais qui sont des destructeurs relativement efficaces. C'est peut-être un peu plus intéressant plus haut où Ozan Tufan du Fener, 24 ans, récolte régulièrement des louanges, comme son camarade du même âge, Irfan Yan Kahveci, qui dynamiserait significativement cette zone et qu'on espère voir démarrer les matchs cet été. Attention également à Dorukhan Tokos de Beşiktaş, qui reviendra de blessure dans quelques semaines et qui est un des plus beaux espoirs de Super League. Enfin, Şenol Güneş comptera sans doute sur l'éternel Emre Belözoğlu qui a fêté en septembre ses 39 ans et qui est une histoire du football turc à lui tout seul. Formé à Galatasaray dans les années 90, il y joue ses 5 premières saisons en tant que pro, puis plus de 100 matchs pour l'Inter, notamment élu joueur du club en 2003, 80 à Newcastle, retour en Turquie mais au Fener, 200 rencontres là-bas entrecoupées d'un court passage à l'Atlético avant de filer à Başakşehir et de revenir au Fener cette saison. Il était déjà là lors du mondial historique de 2002, et avec 101 capes, c'est le vrai talisman de la sélection. Côté gauche ensuite, Hakan Çalhanoğlu, même s'il est un des visages les plus connus de cette liste, est pas vraiment à la hauteur récemment, et il pourrait subir la concurrence de Kenan Karaman, qui est assez polyvalent. Sur l'aile droite en revanche, Cengiz Ünder ne devrait pas être inquiété, des blessures l'ont empêché de disputer la plupart des matchs de qualif, mais il était là contre la France en juin et contre l'Islande en novembre, 2 rencontres décisives. À 22 ans seulement, on attend beaucoup de lui, et peut-être encore davantage que ce qu'on a vu, notamment parce que la pointe de l'attaque pose question. Le déclin de Burak Yılmaz, 34 ans, ne date pas d'hier, et même Cenk Tosun n'est pas tout à fait indiscutable. Il pourrait pourtant être les 2 seuls buteurs convoqués cet été, sauf si Enes Ünal, prêté par Villarreal à Valladolid, se fait une place. J'aimerais aussi voir Ahmed Kutucu dans les 23, lui qui peut également évoluer en tant qu'ailier. Et enfin, comme doublure d'Ünder, ou dans l'entrejeu, on pourrait voir le prometteur Abdülkadir Ömür, actuellement blessé. On écarte ainsi quelques membres intéressants de cette nouvelle génération, comme Emre Kılınç ou Mert Hakan Yandaş. Malheureusement, la descente aux enfers d'Emre Mor se poursuit à Galatasaray, il n'a plus porté le maillot DA depuis 2017. Enfin, j'aimerais vraiment le voir revenir à temps, mais comme pour Demiral, je crains que la grave blessure de Yazici lui soit fatale. On a quand même en l'état un très bel effectif. Alors pour autant, cet été, la Turquie aura du travail à fournir pour espérer sortir du groupe A en présence de l'Italie, qui joueront à Rome en match d'ouverture de la compétition, de la Suisse et du Pays de Galles. Les 2 matchs seront disputés à Bakou en Azerbaïdjan. Ils ne font pas particulièrement figure de favoris. Et c'est un statut que les bookmakers reflètent globalement. Alors sur unibet.fr, mon partenaire comme vous le savez, la Turquie pour le pari vainqueur du groupe est cotée à 6,50, c'est un petit peu moins que le Pays de Galles qui est coté à 7, c'est un petit peu plus que la Suisse qui est à 5, c'est très loin en revanche de l'Italie qui est à 1,50, et pour moi c'est sans doute justifié. On a une sélection que je trouve prometteuse, une très belle génération qui arrive en Turquie pour le mondial 2022 par exemple, ça pourrait faire mal, mais là tout de suite ça me semble en revanche un peu trop tôt pour rêver d'un dernier carré. Il manque sans doute un vrai neuf, et si je vois la Turquie faire un beau tournoi, sortir du groupe A, peut-être même atteindre les quarts de finale de l'Euro,
Leur parcours pourrait s'arrêter en revanche contre une équipe mieux dotée devant, qui aura eu aussi la chance, peut-être, de ne pas connaître autant de blessures majeures. C'est un point significatif. En tout cas voilà les amis, ça conclut donc ce 3e épisode de retour, on arrive à la fin de cette vidéo, et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. La semaine dernière, grâce à vos 10 000 pouces bleus et plus de 10 000 pouces bleus, aujourd'hui, l'épisode numéro 2 a effectivement atteint la rubrique tendance, et qu'on réussisse à envoyer parmi les 50 vidéos les plus populaires de YouTube une analyse footballistique de la Finlande. Franchement, je trouve ça remarquable. C'est à la fois la preuve de votre engagement qui me touche, bien sûr. Ça montre aussi qu'on est ensemble suffisamment nombreux pour faire une différence dans la manière dont le foot est traité en France. Donc, merci. À ce sujet, justement, je voulais aussi vous faire un petit retour sur OL Lille que j'ai pu commenter pour France Télésport. Alors, j'en ai assez longuement parlé sur Twitter, mais grosso modo, c'était une super expérience. Plein de choses à améliorer, évidemment, que ce soit au niveau de l'éloquence, de l'énergie parfois. Mais j'ai adoré l'exercice. C'était vraiment très sympa. Et donc je remets ça mercredi prochain, ce sera pour Marseille-Strasbourg, ce sera encore sur la plateforme numérique de France Télésport ou sur l'appli si vous l'avez. Mais donc voilà, rendez-vous mercredi prochain, quoi qu'il en soit, et d'ici là, profitez bien de votre week-end, passez d'abord une excellente journée, une super soirée ensuite, prenez soin de vous surtout, et on se dit donc à très vite, bisous.